avant de parler de pratique, car les autres vont se mettre à chanter, peut-être que vous non, mais voilà, ça marche. Oui, alors je donne donc tout de suite la parole à Madame Cécile Prévost-Thomas, qui est maître de conférence à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Je pense que si vous voulez bien, vous allez vous en tenir à 10 minutes. C'est ce qui va être le tarif de chacun d'entre nous. C'est-à-dire de chacun d'entre eux, pas moi, parce que je ne vais pas parler 10 minutes. Ah bon? Bien, merci beaucoup, Madame Walter. Je profite d'avoir le micro en première place pour remercier vraiment énormément toute l'équipe d'Elyria, toutes les personnes qui nous ont accueillis pendant toutes ces journées merveilleuses. Voilà, comme je disais à quelqu'un il y a 2 minutes, j'ai pas de mots tellement ça a été un accueil vraiment chaleureux, généreux, formidable. Voilà, c'est dit en quelques secondes. Alors, du coup, métissage, j'ai regardé un petit peu dans le dictionnaire, dans le trésor de la langue française, d'où venait cette expression, ce mot. Donc, la première chose que l'on peut observer, c'est que le terme de croisement est prononcé. Croisement entre des individus, au départ, appartenant à des races différentes. En zoologie, croisement d'animaux, de plantes appartenant aussi à des races ou à des variétés différentes. Il est indiqué entre parenthèses généralement dans le but d'améliorer celle-ci. Donc après, si on transpose ça aux échanges, aux croisements culturels, évidemment, ça me semble tout à fait intéressant. En 1878, dans son principe de médecine expérimentale, Claude Bernard écrivait « On peut aussi essayer par le métissage d'arriver à créer des espèces nouvelles ». Donc voilà, c'est un petit peu des choses premières. Donc ensuite, sur le mot même de métis, l'origine est plus ancienne, puisqu'elle apparaît au XIIIe siècle, qui est fait moitié d'une chose, moitié d'une autre. C'est une définition que l'on trouve dans le manuscrit de Montpellier. Bon voilà, je vais en arrêter là pour les définitions. Et du coup, j'avais envie, à travers toutes les recherches que je consacre à la chanson francophone depuis une vingtaine d'années maintenant, d'un point de vue au départ de sociologue et de plus en plus de musicologue, donc aujourd'hui avec les deux disciplines, d'essayer de voir comment cette notion de métissage pouvait s'exprimer à travers la chanson, à travers les échanges, donc à travers les croisements, avec d'autres termes qui pourraient être intéressants, bien sûr celui de version, les différentes versions de chansons, de mélange donc, de correspondance, de dialogue, et puis pour terminer sur d'autres expressions qui me sont très chères, comme celle de reconnaissance, puisque c'est un terme sur lequel je réfléchis beaucoup, méconnaissance, connaissance, reconnaissance, et puis enfin peut-être parler quand même un petit peu des résistances qui s'opèrent dans cet univers de métissage dans le champ de la chanson francophone. Alors je travaille particulièrement sur la chanson contemporaine, mais plus j'avance dans le temps et plus je recule dans le temps avec mes recherches, puisque j'enseigne aussi l'histoire de la musique, les politiques de la musique, donc évidemment ça fait beaucoup de choses et ça me permet de parler de la chanson du Moyen-Âge, de la Renaissance, et du coup c'est très riche. Donc les versions, je pourrais ne parler que de ça, donc je vais être très rapide. La Clairefontaine, pour prendre cet exemple, nous avons plus de 500 versions de la Clairefontaine. Évidemment, je ne vous parle pas des interprétations, des reprises, parce qu'on en a, je pense qu'on ne peut même pas les compter. Et nous avons non seulement des versions, des reprises, mais il y a aussi bien sûr des parodies, des adaptations. Et tout cela, dès le départ, à partir du XVIIe siècle, on a les premières traces de la Clairefontaine sur des timbres différents, ce qu'on a évoqué beaucoup pendant ces journées, donc des airs différents de la Clairefontaine, des titres différents. On retrouve le titre de « En revenant de noces », ou plus près de nous, il y a longtemps, ou Jamais je ne t'oublierai, qui sont seulement les titres de la chanson. Et pourquoi je vous en parle ici? Parce qu'on ne sait pas si c'est une chanson d'origine bretonne, picarde, normande ou québécoise, parce qu'on a aussi des écrits qui nous disent que, bon, elle vient plus, évidemment, elle est venue plutôt de la France, mais elle s'est vraiment imposée au Québec. Bon, c'est une histoire très longue, mais voilà, c'est pour moi peut-être la première apparition de ces échanges, avec des reprises, des fonctions différentes. Et puis jusqu'à aujourd'hui, puisque par exemple, Jean-Louis Murat chantait en 2003 À la morte Fontaine, évidemment Brassens dans l'eau de la Clairefontaine, enfin il y a plein de... Sans parler des chansons grivoises de Colette Renard, je ne vous dirai pas quel est le refrain, vous irez écouter le refrain de la Clairefontaine par Colette Renard. Voilà, donc ça c'était l'idée des versions avec cet exemple. Ensuite les mélanges, évidemment les mélanges de langues, si on pense au joual à Montréal ou au chiac dans une autre province
au Nouveau-Brunswick, enfin voilà, bon, il y aurait plein de choses à dire. Et ce que j'ai observé récemment dans la chanson très très contemporaine, c'est vraiment ce mélange de langue française et de joual, ou de langue française plutôt et de chiac, et un groupe, par exemple, très récent, qui s'appelle Radio Radio, qui mélange à la fois ces langues-là, plus l'anglais. Enfin, aujourd'hui, il y a une tendance, non pas seulement à chanter uniquement en anglais, mais aussi à mélanger toutes ces langues ensemble pour faire des chansons plus contemporaines, alors, sans parler des styles musicaux qui sont aussi très divers. J'ai aussi mené, il y a quelques années, une réflexion sur ce que j'ai appelé les territoires géosymboliques. Et là, c'était vraiment pour voir comment la chanson francophone, alors, particulièrement française et québécoise, mais je m'intéresse aussi bien sûr à la chanson suisse-belge, comment il y avait des échanges à travers les écritures de chansons, les créations de chansons, et bien entre eux, si on prend à titre seulement d'exemple, la ville de Paris, la ville de Montréal, comment les Québécois chantent Paris, comment les Français chantent Montréal ou Québec, enfin il y a des choses fabuleuses et tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle et encore jusqu'à aujourd'hui. Avec cette idée que Louis-Jean Calvé a déjà évoquée il y a 2 ou 3 jours, que la chanson vraiment française contemporaine, francophone, est née vraiment au début des années 50 avec Charles Trenet qui va au Québec et Félix Leclerc qui arrive en France, et pour moi il y a vraiment une pierre, plus les festivals ensuite qui sont nés de ces rencontres. Donc il y a ça, et puis donc à travers ces chansons, je pourrais vous citer évidemment Charles Bois, Ariane Moffat, des chanteurs plus récents comme Pierre Lapointe qui chante Les Abbesses à Paris. Enfin voilà, il y a plein de choses très très intéressantes au niveau de ces échanges géosymboliques. La question de la reconnaissance. Moi, ce qui m'intéresse par rapport à la question de la francophonie dans la chanson, c'est que finalement la reconnaissance, elle passe plus d'un pays à l'autre, comme par exemple la Belgique et le Québec, que de la France. Et je prends l'exemple des prix. Il y a le prix Félix Leclerc qui existe depuis une quinzaine d'années maintenant, qui est un prix à la fois qui récompense un jeune artiste français et un jeune artiste québécois, mais qui s'appelle le prix Félix Leclerc. Il y a un autre prix qui existe entre le Québec et la Belgique qui s'appelle le prix Rapsac-Le-Lièvre, du nom de 2 artistes, l'un québécois, l'un belge. Voilà. Donc tout ça, ce sont 2 exemples parmi d'autres, mais ça me fait penser que finalement, cette question de francophonie, en France on parle beaucoup de la francophonie, souvent plutôt par rapport au continent africain, et on a tendance à oublier un peu nos pays aussi de langue française, européens ou voilà, le québécois. Et quand on dit Québec, évidemment, quand je vous parle du chiac, c'est au-delà du Québec, hein, ça va plus loin. Donc il y a cette notion du coup de résistance. Alors je ne prendrai qu'un seul exemple. Enfin, je vais vous montrer 2-3 pochettes de disques d'artistes immensément populaires, par exemple au Québec, qu'on ne connaît vraiment pas chez nous. Et je prendrai un seul exemple en lien avec le théâtre. Il y a une pièce fameuse, Les Belles Sœurs de Michel Tremblay, un grand auteur de littérature québécoise, qui a été jouée il y a 2 ans au Théâtre du Rond-Point à Paris. Et la musique a été composée par Daniel Bélanger, qui est un très très grand auteur, compositeur, interprète au Québec. Et à l'issue du spectacle auquel j'ai participé, je dis, alors j'aimerais bien avoir le disque du spectacle. Ah mais non, mais il n'est pas du tout diffusé en France, ça n'intéresse pas les Français, etc. Bon, voilà. C'est juste cet exemple, je pourrais vous en donner 1000, mais voilà. Donc c'est un peu autour de tout ça, à la fois des mélanges, c'est-à-dire des artistes qui, eux, ont vraiment depuis toujours eu cette idée de mélanger leur territoire dans leurs œuvres, etc. Et puis pas mal quand même de résistance encore institutionnelle, industrielle, je ne sais quoi, de diffusion. Il y aurait plein de questions évidemment à creuser, économiques, politiques, géopolitiques. Bon, il y a, voilà, donc j'ai évidemment j'aurai d'autres, dans la discussion peut-être, d'autres exemples à vous donner, donc j'ai absolument pas tout dit, mais voilà un peu le schéma de mon propos.